bonsoir et bienvenue au Monstre dans le placard invite. Bonsoir Simon. Bonsoir Sabrina, je suis tout de nerfs vêtu ce Écoute, soir. c'est comme Noël avant Noël. Noël est toujours là trop tôt dans l'année au niveau des décorations de Noël, là, mais pour nous, notre Noël, c'est de recevoir un invité très spécial aujourd'hui. Oui, On peut-être même reçoit, un des grands instigateurs dans notre esprit du genre de questions qu'on se pose à l'émission d'habitude. oui, Et tout à je dois fait. le dire, et là je te pitch les fleurs tout de suite, euh, sans doute le plus gros coup que tu as jamais réussi en tant qu'invité, je vais dire ça de Ah, même. écoute, ben oui, on peut dire ça, effectivement, mais en fait, oui, oui, ben merci, mais en même temps, j'ai pas de mérite, il a accepté l'invitation. Alors, on reçoit Christian Page, qui est avec nous ce soir. Bonsoir, Christian. Ben, bonsoir, ça me fait plaisir d'être des vôtres. C'est vrai que j'accepte souvent les invitations des podcasts, radio communautaires, télé communautaire, parce que j'en ai fait moi-même. Donc, je comprends parfois comment ça peut être difficile de trouver des invités, puis surtout des invités qui ont une certaine présence médiatique. C'est excessivement hasardeux. Et c'est pour ça, quand j'ai reçu votre invitation, je n'ai pas hésité à accepter. Ben, c'est fabuleux. Puis pour nous, tu es une très grande inspiration. En fait, le contenu de nos podcasts, on parle de créatures, de monstres, mais on aime beaucoup chercher l'origine des mythes entourant chacun des monstres. Et c'est un peu ce que tu fais parce que tu es à Radio X-Files, notamment, à chaque semaine, là, Oui. religieusement. On écoute ça d'ailleurs. Moi, en tout cas, je suis une grande fan. Puis ça Moi, part j'allais dire, ça fait 46 ans que je m'intéresse au paranormal. quand Ça fait même. plus d'une vingtaine d'années maintenant que je le fais de manière professionnelle, à la radio, à la télévision. Tu as mentionné Radio X-Files. Tu as fait aussi Canal D, un paquet C'est ça, de. ça fait 4 ou 5 ans que je fais Radio X-Files. Au départ, c'était une fois semaine. C'était une émission hebdomadaire avec Yannick Marceau. Et puis, à partir de cet automne, en fait, à la fin de l'été, on a entrepris de faire un 4 soirs semaine. Et la cinquième soirée est consacrée aux meilleurs moments des 4 premiers jours. C'est Je génial. suis, je suis également toutes les semaines, les gens peuvent me voir à Salut Bonjour le matin, sur le blog de 9h15 à 9h30 les mercredis. Je suis au 98.5 FM. J'ai une petite chronique là, d'une 10-15 minutes une fois semaine depuis maintenant 10 ou 12 ans. Et tu l'as mentionné, j'ai beaucoup contribué à des documentaires sur le paranormal au Québec, à Canal D principalement, mais également à Historia, Évasion. On pense par exemple à les dossiers mystères qui ont été diffusés à Canal D, qui ont été ensuite repris à Netflix et sur d'autres plateformes. Enquête sur les ovnis. Ma dernière collaboration télé, c'est il y a 2 ou 3 ans avec Isabelle Maréchal, qui était une collègue du 98.5 FM. On avait fait l'enquêteur du paranormal. Donc, c'est vrai que j'ai une omniprésence là, depuis quand même plusieurs années sur les médias québécois pour parler des phénomènes paranormaux. Je sais que je parle beaucoup, donc n'hésitez pas à m'arrêter. Il n'y a pas Mais de souci, mais en fait, là, 46 ans oui, d'expérience en la matière, c'est vénérable, là, Oui, vraiment. je pense qu'on Ça peut parler même, on peut dire que vous êtes comme la sommité du paranormal au Québec, le vulgarisateur surnaturel. Est-ce que c'est un mot? Si je décide que oui, c'est un mot. Vulgarisateur euh, surnaturel. Oui, ça, puis il ça le peut, fait très bien. Mhm. Oui, ça peut paraître un peu prétentieux, mais c'est vrai que si on regarde le nombre d'années, je ne connais que 2 ou 3 individus au Québec qui ont œuvré dans le milieu du paranormal, qui sont durés aussi longtemps, mais aucun avec autant de présence médiatique. Et souvent, moi, je fais tout azimut, hein, c'est-à-dire que je parle aussi bien comme journaliste, je m'intéresse autant aux histoires de fantômes qu'aux phénomènes ovnis, qu'à la Mhm. culture populaire derrière ça. Alors que bien souvent, dans cet univers-là, on a des gens qui vont focaliser vers un seul point. Ce sont des spécialistes sur les fantômes ou des prétendus spécialistes sur les fantômes, parce Oui, qu'il faut mais moi, toujours être très prudent, là. ce que Les j'aime beaucoup, c'est spécialistes. que tu es très terre à terre aussi dans ton approche. Tu vas aller vraiment chercher les ressources, tu vas aller un peu passer le tamis dans toutes les légendes qui sont exagérées pour arriver au concret ou du moins aux vraies preuves ou ce que les gens. Ouais. En fait, c'est bien ce que tu mentionnes parce que en fait, c'est l'évolution de l'individu. Moi, j'ai commencé à m'intéresser aux phénomènes paranormaux comme à peu près tout le monde, c'est-à-dire par un intérêt personnel, hein, ça me pognait aux tripes, comme on dit, le Mhm. paranormal. Et puis ensuite, avec ma formation universitaire en journalisme, en communication, j'ai appris un peu
à ne pas prendre pour or tout ce qui brille. Donc, à un moment donné, on développe une méthodologie qui est bonne pour n'importe quel journaliste, qu'on enquête sur un scandale politique, qu'on enquête sur un phénomène ovni, qu'on enquête sur un fait divers. Il y a un travail de recherche, un travail de décantage de l'information qui doit être fait. Et j'essaie d'appliquer cette bonne méthode du journalisme, j'essaie de l'appliquer aux phénomènes paranormaux et j'essaie de mettre mes propres convictions de côté. Je pense que ça a un peu changé probablement, mais je suis un vieux monsieur maintenant. Mais quand j'étais à l'université, on me disait, nos professeurs en communication disaient, c'est un peu la règle du bon journaliste, le serment d'Hippocrate du bon journaliste, c'est que les gens ont droit à une information complète, objective et de qualité. Donc, c'est les trois règles qu'on essaie de conserver et quand je m'adresse aux gens, j'essaie de leur apporter une information qui correspond à ces valeurs-là. Donc, une information complète, objective, nonobstant de mes propres croyances, même si l'objectivité à 100% n'existe pas, mais on essaie d'être le plus objectif possible et ensuite, j'essaie de fournir une information de qualité. Génial. Ben, j'aimerais savoir, je pense que moi, en tout cas, j'aimerais savoir d'où part ces 46 ans de passion-là. Une question qui revient souvent. C'est sûr. Mais quand Euh, même. Mais c'est peut-être pas tout le monde à la maison qui connaît votre background, fait que ça vaut la le peine parcours. Donc, l'idée du paranormal, en fait, au départ, je vais quand même donner une petite statistique. Les phénomènes paranormaux dans les grands pays industrialisés, les pays occidentaux, on a à peu près là, 50% des gens qui disent croire à un ou plusieurs phénomènes paranormaux. Donc, c'est le deuxième phénomène de croyance le plus important en Occident après les grandes religions institutionnalisées, que ce soit Wow. l'islam, le christianisme ou autre. Le deuxième phénomène qui fait appel aux croyances, c'est le paranormal. C'est un peu amusant parce que quand on regarde au niveau universitaire, on parle ouvertement dans les universités de l'histoire des religions, de la religion, des mouvances religieuses, mais dès qu'on parle des phénomènes paranormaux, il y a une espèce de levée de bouclier. Hein. C'est un sujet qui demeure un peu tabou, même si en Occident, une personne sur deux dit croire à des phénomènes paranormaux. Ça ne nous oblige pas à adhérer à ces croyances-là, mais ça reste un phénomène social très important. Mais je pense que ça, c'est peut-être à cause du fait qu'on associe souvent phénomènes paranormaux à des conspirationnistes des et à des gens canulars. qui sont Les extrémistes, des illuminés, canulars. les Voilà. illuminés, n'ayons pas peur des mots. Ce sont bien souvent les gens que l'on voit dans les médias s'exprimer sur les phénomènes paranormaux. Ce sont souvent des gens qui sont partisans de ces hypothèses un peu exotiques sur les fantômes, les extraterrestres. Et souvent, le discours va dans tous les sens. Hein. Ce sont des électrons libres. Donc, on doit essayer de contenir le discours et bien souvent, pour n'importe qui a des formations en physique ou en histoire, on voit que le discours va dans tous les sens. Mais ce que je voulais dire, une personne sur deux dit croire à des phénomènes paranormaux. Ce qui est intéressant, c'est de savoir que dans cet univers-là, quand on regarde ces 50% de gens qui disent croire au paranormal, quand on leur demande combien d'entre eux ont été témoins de phénomènes paranormaux, c'est assez amusant de voir que 3 personnes sur 5 justifient sa croyance. Hein. Donc, on a 30% de la population qui disent avoir vécu un phénomène paranormal. Évidemment, c'est très varié, hein, la fourchette est grande. Il peut s'agir de gens qui disent, bon, ben voilà, mon père est décédé, peu de temps après le décès de mon père, je me suis réveillé une nuit, je sentais l'odeur de sa pipe, par exemple. Bon, c'est un phénomène qui est quand même ténu, mais cette personne-là aura tendance à croire que cette manifestation est d'ordre surnaturel. Ça peut être aussi une série de hasards. Hein. On se lève un soir, on dit on va aller au dépanneur sur la rue Saint-Henri, et au moment où j'arrive au dépanneur Saint-Henri pour m'acheter une tablette de chocolat au Henry, je tombe sur mon cousin Henri que je n'ai pas vu depuis des années. Donc, je me dis, c'est quand même étonnant. Le boulevard Saint-Henri, le dépanneur chez Henri, là-bas, Ben oui. la tablette de chocolat Henri, mon cousin Henri. Donc, Mais certains on fait des liens aussi. Je pense que le voilà, cerveau humain essaie de combler faire des absolument. Donc, coïncidences. on aura tendance à faire ce qu'on appelle des synchronicités. On aura tendance à attribuer à ces hasards une espèce de volonté surnaturelle. Donc, on le voit, la gamme des phénomènes paranormaux, elle est très, très vaste. Donc, lorsque l'on dit que 3 personnes sur 5 justifient sa croyance
par une expérience empirique, une expérience personnelle, ben, on voit que ça va tout azimut. Je n'ai pas été très différent de ces gens-là, donc mon intérêt pour le paranormal est né d'une expérience personnelle. Donc, je la raconte Ah. rapidement, même si je l'ai raconté 1000 fois, mais c'était en 1976. On était le 13 juillet 1976. C'était les années 70. Les gens faisaient de l'autostop. On avait l'impression que tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil. Hein? C'était un peu la philosophie des années 70. À l'époque, j'avais 13 ans. Je revenais de chez des amis qui habitaient à Saint-Paul de l'Île-aux-Noix. Pour situer vos auditeurs, téléspectateurs ou internautes, Saint-Paul de l'Île-aux-Noix, c'est un petit village qui se trouve près de la frontière américaine, sur la rive sud de Montréal, sur la route 223. Moi, j'habitais à Saint-Jean-sur-Richelieu à cette époque. Donc, il est à peu près, là, pour replacer le contexte, on est en plein été, hein, c'est le 13 juillet, il fait noir à l'extérieur. Je n'ai pas regardé ma montre, mais comme le soleil se couche vers 21h30 à peu près, il devait être aux alentours de 22h. Je marchais, donc je partais de Saint-Paul de l'Île-aux-Noix en direction nord vers Saint-Jean-sur-Richelieu. J'étais juste à la sortie du village. Il faut savoir que le village, hein, c'est une agglomération de quelques commerces en centre-ville. Et ensuite, on tombe rapidement sur une route rurale. Il y a bien sûr des lampadaires tous les 20 ou 30 mètres. Et de chaque côté, hein, c'est vraiment un paysage très rural. On a une route, des fossés très profonds et de chaque côté, on a des terres agricoles. Et moi, j'étais donc à la sortie du village. Je marchais sur le gravier, là, sur le bas-côté de la route. Il y avait peu de lumière, j'étais mal éclairé. Et puis, une voiture s'est amenée. Et comme elle est arrivée à ma hauteur, bien évidemment, on ne réinvente pas la roue. Là. J'ai tendu mon pouce, hein, j'avais 13 ans à l'époque. Et à ce moment-là, la voiture a fait une espèce d'embardée. Est-ce que le chauffeur m'a vu à la dernière minute? Est-ce qu'il a été surpris? Est-ce qu'il a voulu me faire peur? Je ne le saurai jamais. Mais ce qui est certain, c'est que la voiture s'est déportée sur le bas-côté de la route. C'était une époque où on appelait les voitures étaient ce qu'on disait à traction arrière ou à propulsion. Hein, donc, le train arrière de la voiture se retrouve dans le gravier, la voiture commence à déraper et au moment où je suis convaincu, persuadé qu'il y aura impact avec la voiture, j'ai eu l'impression, et là, bien sûr, on parle toujours avec du conditionnel et faut être très prudent, là, mais parce qu'on ne raconte jamais un événement, on raconte toujours le souvenir que l'on a d'un événement. Donc, j'ai C'est eu vrai. l'impression d'être soulevé du sol et la voiture est passée sous mes pieds. Et le souvenir que je garde de cet événement, c'est qu'au moment où la voiture est passée, j'avais l'impression que j'avais le parfait contrôle de moi-même. Hein. Je n'ai pas eu l'impression de sauter, j'ai vraiment eu l'impression d'être soulevé, comme si la gravité avait cessé d'exister. La voiture est passée sous moi, je pouvais bouger mes pieds. Et je me rappelle m'être dit, mais c'est vraiment étonnant ce qui se produit. Et la voiture est passée et immédiatement après que la voiture ait repris un peu son aplomb, j'ai glissé dans le fossé, mais je ne suis pas tombé. Hein. La meilleure description que je pourrais donner, j'avais l'impression d'être un trapéziste avec un harnais autour de la taille, comme les gens, par exemple, du Cirque du Soleil qui font des exercices. Donc, j'ai eu Mhm. l'impression de basculer vers l'avant et de descendre lentement dans le fossé. Le temps de me relever du fossé, j'ai vu la voiture un peu plus loin, qui était peut-être rendue à 10 ou 20 mètres de moi, qui s'est redressée, qui est remontée sur la chaussée. Je pouvais voir les phares arrière de la voiture qui s'éloignaient dans l'obscurité. La voiture ne s'est jamais arrêtée. Et à ce moment-là, j'ai eu l'impression qu'il y avait des gens autour de moi. Et le temps de me dire, tiens, c'est curieux, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un, des mains m'ont saisi. Je sais que ça peut paraître tout à fait aberrant ce que je raconte. Puis moi-même, si quelqu'un me raconterait une histoire comme ça, je lui dirais, lâche les pilules. Là. Mais bon, j'ai senti des mains m'agripper autour D'abord, on me projetait sur le sol, face contre terre. Je sentais des mains m'agripper autour des épaules ou des bras et d'autres mains me saisir par les poignets. Et j'ai été soulevé du sol. Et on m'a entraîné dans le champ qui bordait la route. Hein. Je dis souvent pour m'amuser, c'est un champ de maïs, mais c'est pas vrai. C'est un champ qui était laissé en friche avec de l'herbe haute. Et donc, je suis rentré dans le champ. J'étais à peu près, je dirais, à 45 centimètres au-dessus du sol.
Je n'avais pas l'impression de flotter comme si j'étais sur un tapis volant, là, mais j'avais vraiment un mouvement d'oscillation de haut en bas, comme si des gens me marchaient en même temps qu'on me transportait. Et c'est à ce moment-là que j'ai entendu des voix, une première voix qui venait. C'est amusant de dire ça parce que j'avais l'impression que la voix venait de derrière moi. C'était, si on suppose qu'il s'agissait d'agresseurs, disons que c'était l'agresseur qui me tenait par les chevilles. Et j'avais l'impression que cette voix-là venait de la même hauteur que mes chevilles, comme si l'agresseur mesurait lui aussi 45 ou 50 centimètres. Donc, j'entends cette première voix qui dit « On va le tuer, on va le tuer ». Et j'entends une seconde voix qui n'était visiblement pas l'agresseur, toujours entre guillemets, qui me tenait par les bras, mais comme s'il y avait un éclaireur devant la troupe et qui lui parlait à hauteur d'homme. J'entends sa voix qui dit « Non, on va seulement lui faire peur, seulement lui faire peur ». Et à nouveau, la voix au niveau des chevilles qui répète « Non, on va le tuer, on va le tuer ». Et à nouveau, l'éclaireur qui dit non, on va lui faire peur. Donc, ils ont répété à peu près les mêmes phrases, les mêmes mots 3 ou 4 fois. J'ai été transporté sur une distance peut-être de 50 mètres dans le champ, ce qui est quand même assez long, hein, 50 mètres, là, quand on a l'impression de flotter et d'être agressé. Ça nous 50 paraît mètres une à, éternité. 50 Oui, ça mètres nous paraît une à, éternité, là. à vol de Christian Page, c'est quand même assez Intense. long. Ouais, et voilà, et on me met sur le sol, hein, on me dépose sur le sol, face contre terre, et là, j'ai l'impression, je m'attends à recevoir un coup derrière la tête ou quelque chose du genre, et j'ai une sensation de pression dans le dos, à la hauteur des omoplates, et puis tout s'arrête. Je me retourne, je m'assois, je suis dans mon champ, à 50 mètres de la route, il n'y a absolument rien, il n'y a personne. Ça serait un peu long d'expliquer toutes les démarches, là, mais bon, je sais aujourd'hui, après 40 ans passés, plus de 40 ans dans ce milieu-là, que notre cerveau peut nous jouer de très vilains tours, hein. Il peut nous amener à croire bien des choses qui ne sont pas forcément la réalité. Mais néanmoins, c'est le souvenir que je garde de l'expérience. Bon, Ah. par la suite, des événements dans ma vie vont me donner des pistes à suivre. Mais c'est l'expérience qui m'a amené vers le paranormal. Donc, le lendemain, dans les jours qui ont suivi, je me suis rendu à la bibliothèque de mon quartier. Je suis allé vers les rayons du paranormal. Et à ce moment-là, je m'attendais de trouver 3 ou 4 livres sur les rayons. Et j'ai découvert qu'il y en avait des centaines et que mon expérience, somme toute, était relativement banale entre les gens qui disent être enlevés par des extraterrestres et les gens qui disent être agressés par des fantômes. C'était une anecdote parmi des millions, des milliers d'autres. Donc, mon histoire m'a amené à m'intéresser au paranormal. Au Mais départ, je veux préciser qu'au départ, évidemment, quand j'avais 13 ans, j'étais un peu comme une éponge. Donc, tout ce que je lisais dans les livres devait forcément être la vérité. Il faut comprendre également que le système d'éducation dans les années 60 et les années 70, on avait une espèce de perception que si c'est dans le livre, c'est que c'est vrai. Donc, on partait de ce principe-là. Donc, ce que je lisais dans la littérature, les ouvrages consacrés au paranormal, si des auteurs avaient écrit des choses comme celle-là, c'est que forcément, ça devait être vrai. Aujourd'hui, 45 ans plus tard, je peux vous assurer que ce qu'on retrouve dans la littérature sur le paranormal, il y a à peu près 5 de plus ou moins vrai et le 95 qui reste est absolument n'importe quoi. Mais cette histoire, quand même, tu sais, vous dites que c'est comme une histoire parmi tant d'autres dans les récits paranormaux, mais moi, j'ai jamais entendu parler d'un récit semblable. Je m'attendais à ce qu'il y ait des Mhm. extraterrestres, je m'attendais à ce qu'il y ait des choses. Mais ça, on dirait quasiment littéralement que vous avez été enlevé par les gobelins, là, rendu là. C'est, fait que Ouais. c'est très rare en Amérique du Nord qu'on est enlevé par des gobelins, je veux dire. Hein. Oui, puis c'est une histoire qui est amusante parce que quand les voix parlaient, en fait, les voix parlaient en français. On parlait en français sans un accent, là. Quand je dis sans accent, c'est sans un accent européen, là. C'était une voix avec un accent québécois, là. Même si ce n'était pas un langage châtié, là, c'était quand même un langage, un français comme j'en entendais tous les jours. Ce qui est amusant, puis bon, c'est un peu la piste à suivre. Quelques années après, donc cet événement-là date de 1976.
je ne veux pas prendre tout le temps qu'on a ce soir pour parler uniquement de ça, mais l'événement se passe en 1976. Je deviens passionné, obsédé même par le paranormal, hein. Ça devient une seconde nature pour moi, le paranormal. Et puis, on est au tournant des années 80, donc quelques années après l'événement. Là, je suis vraiment là, embrigadé dans cet univers-là. Je lis tous les ouvrages qui me tombent sous la main qui parlent de paranormal. Il y a des magazines, hein, il faut se rappeler qu'on est longtemps avant l'Internet, donc les communications se faisaient par des magazines, par des livres. Il y avait aussi des fanzines, dans des magazines publiés par des regroupements qui s'intéressaient aux fantômes, aux extraterrestres. Donc, c'était notre source d'information. Donc, j'étais très dans ce milieu-là. Et bien sûr, à la télé, il y avait quand même peu de sources qui parlaient de ces phénomènes-là à la télé. Hein, je sais que ça peut paraître dinosaure de dire ça, on recule dans la préhistoire, mais dans les années 70, au Québec, par exemple, on avait 3 chaînes de télévision francophones. Hein, on avait Télémétropole, qui est devenu aujourd'hui le groupe TVA. On avait Radio-Canada en français et plus tardivement est arrivé TQS, hein, qui est devenu à un moment donné V, qui est aujourd'hui Novo. Et pour les intellectuels, on avait Télé-Québec, qui est devenu Radio-Québec, Télé-Québec. Donc, ça a changé de nom, mais c'était les 4 chaînes que l'on avait francophones. Alors, ouais, c'était bien avant les chaînes spécialisées, tout ça. Donc, on avait ces 4 chaînes-là et on ne parlait jamais de phénomènes paranormaux sur ces chaînes-là. Il y avait bien sûr parfois quelques émissions, hein, je pense à Droite Parole, qui était animée par Claire Lamarche Oui, à Télé-Québec à l'époque. je m'en Bon, souviens. à une reprise ou deux, ils ont fait des émissions du genre croyez-vous aux fantômes, croyez-vous aux extraterrestres, mais ça restait des émissions qui étaient très marginales. Donc, à ce moment-là, j'essaie de m'alimenter à tout ce que je trouve et bien sûr, je deviens un passionné de science-fiction, de films d'horreur et de fantastique. Il faut quand même dire qu'avant l'expérience, je parle beaucoup là, hein? Mais c'est bien, c'est un Ah, invité ah, loquace. Parle autant que tu veux, on est Oui. contents, nous autres. ouais. Pour vrai. Avant l'expérience de 1976, je ne m'intéressais pas au paranormal. Comme n'importe quel adolescent de mon âge, bien sûr, on avait vu des séries à la télévision, Les Envahisseurs, j'avais vu le film Rencontre du troisième type ou des trucs comme ça, mais ce n'était pas mon sujet d'intérêt, là. D'ailleurs, Rencontre du troisième type est sorti l'année d'après après mon expérience. Mon expérience, c'est en 76, Rencontre du Mhm. troisième type en 77, mais on avait quand même quelques films à la télé, quelques séries, hein. Peut-être les gens plus âgés qui regardent votre podcast se rappellent peut-être Les Envahisseurs, où les extraterrestres avaient toujours l'auriculaire en dur, c'est comme ça qu'on Ouais. les reconnaissait. Donc, comme n'importe quel jeune de mon âge, bien sûr, j'avais regardé ces émissions-là, mais pour moi, c'était Hollywood, c'était pas la réalité, c'était du divertissement, là. Comme n'importe quel jeune de 13-14 ans à l'époque, dans les années 70, mon intérêt, c'était le rock'n'roll, c'était les filles, hein, testostérone oblige, hein, bon, c'était ça mon univers. Donc, le paranormal ne faisait pas partie de ça. Et donc, quelques années après l'expérience de 1976, on est au tournant des années 80. À la télévision, en fin de soirée, on présente un film qui s'intitule Les créatures de l'ombre, qui est une version française d'un film en anglais qui s'intitulait Don't Be Afraid of the Dark. Et ce film-là, on en a fait une Mhm. reprise il y a quelques années, je crois en 2012, Ouais. 2013, là, au tournant des années 2000, on a refait une reprise de ça, qui est quand même un peu différente de la version originale. La version originale est un film de 1973 qui avait été tourné pour la télévision, mais qui a quand même beaucoup marqué l'imaginaire du paranormal en 1973. C'était un excellent film pour la télévision pour cette époque. Donc, traduit en français, Don't Be Afraid of the Dark, traduit en français par Les créatures de l'ombre. Donc, et dans ce film-là, pour situer un peu les gens qui nous regardent, il y a des petites créatures qui, bon, l'histoire est assez simple. Un couple hérite d'une vieille maison ancestrale qui appartenait à la grand-mère dans le couple, à la femme, donc c'était la grand-mère maternelle. Donc, elle hérite de cette maison-là. Elle s'y installe avec son époux. Il y a un foyer qui a été muré. Et là, elle s'étonne de ça parce que c'est une belle pièce, le foyer muré. Elle parle à un ouvrier, d'ailleurs, l'ouvrier qui, 20 ans ou 30 ans plus tôt, avait muré la cheminée. Il lui répond, il dit, votre grand-mère avait demandé à ce que la cheminée soit murée, puis il y a des choses qui doivent rester comme elles sont.
Mais bien sûr, la curiosité féminine l'emportant, la dame décide d'ouvrir le foyer en question et au moment où elle va enlever les briques, elle va libérer une communauté de petites créatures qui se cachent dans la cheminée quelque part. Et là, ils se promènent un peu partout dans la maison, s'adressent à la jeune femme, ils l'appellent « Sally, Sally, viens avec nous ». Leur idée, c'est de capturer cette jeune femme et de l'amener dans leur antre avec eux, puisqu'elle les a libérés. Donc, il y a comme une passation du pouvoir. Et dans ce film, à un moment donné, donc, on se remet dans le contexte. On est au tournant des années 1980. Mon expérience est déjà vieille de 3 ou 4 ans à ce moment-là. Je suis un adolescent plus tardif. Là, à ce moment-là, j'ai 17-18 ans. Et au moment où je vois le film, il y a une scène qui va me marquer. On a ces deux petites créatures qui ressemblent quasiment à des Bigfoot miniatures. Et là, ils s'avancent à un moment donné. La dame est sous la douche. Les créatures s'avancent. Alors, ce sont des créatures qui mesurent à peu près 30 cm de haut. Là, imaginez-vous un peu une Barbie. Hein? C'est des créatures qui ont la taille des Barbies. Donc, elles s'avancent sur le plancher de la salle de bain. Et soudain, l'une d'entre elles qui tient un rasoir coupe-chou, là, vous savez, les rasoirs droits là, qu'on ouvrait. Donc, c'est parfait, ça, pour trancher des gorges dans les films d'horreur. Donc, les rasoirs de barbier droits. Donc, l'une d'entre elles tient un de ces rasoirs et soudain, elle dit à sa consoeur, elle lui dit « Laisse-moi la tuer, laisse-moi la tuer ». Et sa consoeur de répondre « Non, je vais que lui faire peur, on va que lui faire peur. » Et à nouveau, celle qui tient le rasoir de dire « Ah, je vais la tuer, je veux la tuer. » Et l'autre de répondre « Non, on va seulement lui faire peur, seulement lui faire peur. » Et ça, c'était exactement le dialogue qui avait été tenu lors de Wow! l'expérience. Exactement. Donc, à ce moment-là, en voyant cette scène-là, j'ai comme réalisé que ça ne pouvait pas être un hasard. Donc, comment est-ce possible que dans un film, on retrouve à peu près le même discours? Non seulement il y avait le même discours, le même verbatim, mais il y avait également la même sonorité hein, dans le chant. Lorsque j'entendais les créatures parler, j'avais l'impression qu'elles parlaient avec une forme de vibrato dans la voix, comme si on parlait en se gargarisant. Or, dans le film, les créatures, quand elles parlent entre elles, elles parlent avec cette même sonorité, cette même vibration dans la voix. Donc, j'ai compris à ce moment-là que ça ne pouvait pas être un hasard. Ça n'explique pas tout. Ça n'explique pas comment j'ai pu passer par-dessus la voiture. Ça n'explique pas mon vol au milieu du champ. Mais il y a un phénomène aujourd'hui qu'on connaît mieux, hein, parce qu'il faut bien l'avouer, l'avancement, l'avènement des sciences dans le domaine de la perception, en les sciences cognitives, nous ont permis de progresser énormément sur les phénomènes paranormaux et sur la façon dont notre cerveau perçoit l'environnement. Absolument. Or, il y a un phénomène qu'on connaît mieux maintenant qui s'appelle la cryptomnésie. Et la Wow! cryptomnésie, c'est un phénomène qui fait que notre cerveau, hein, d'ailleurs, ça a alimenté, je me rappelle, dans les années 60-70, on parlait de la réincarnation et on s'étonnait de placer des gens en état d'hypnose et que sous hypnose, ces gens-là pouvaient dire dans une vie antérieure, j'étais allemand. Et souvent, ces gens-là qui n'avaient jamais appris l'allemand réussissaient à lancer quelques mots en allemand. Donc, au départ, lorsque ce phénomène de la réincarnation est apparu dans les années 50-60, ben, évidemment, le fait que quelqu'un qui n'avait jamais pris à l'allemand pouvait lancer quelques mots en allemand, on se disait c'est parce que ça date d'une vie antérieure. Aujourd'hui, on sait que ce n'est pas ça qui s'est produit. C'est un phénomène de cryptomnésie. C'est-à-dire que ces gens-là, par exemple, qui pouvaient parler en allemand, quand on fouillait, quand on creusait un peu, on découvrait que lorsqu'ils étaient au lycée ou à l'université, ils avaient un voisin de chambrée qui était un Allemand, qui parlait allemand. Et de manière inconsciente, il l'avait entendu parler quelques phrases, quelques mots. Le cerveau avait enregistré cette information Ah ouais! et placé dans un état modifié de conscience, comme l'hypnose, ces mots ressurgissaient. Donc, la question que je me pose, et je me la pose encore aujourd'hui, 46 ans après l'événement, est-ce qu'il est possible qu'à un moment donné, entre mon expérience date de 1976, le film dont je vous parle, lui, date de 1973. Donc, est-il possible que quelque part entre 1973 et 1976, je me sois retrouvé quelque part où ce film aurait pu jouer à la télévision. Par exemple, Ouais! j'aurais pu être chez des amis, être au salon, à discuter avec eux, et dans la cuisine, par exemple, le téléviseur aurait pu jouer ce film, et Voilà.
mon cerveau, de manière un peu inconsciente, a capté ces brides, ces phrases, ce verbatim. Et au moment de, entre guillemets, l'accident sur le bord de la route, peu importe la réalité de l'événement, à un moment donné, mes sens cognitifs se sont mélangés, ont fait apparaître des événements qui n'existaient pas, qui sont venus colorer l'expérience. L'expérience, si on avait placé on ne saura jamais quelle était la réalité de l'expérience, hein. Il faut bien dire Hmm. aujourd'hui, et je sais que ça peut déranger des gens quand on dit ça, mais il existe deux niveaux de réalité. Et c'est vrai pour moi, c'est vrai pour vous, c'est vrai Mhm. pour tous les gens qui nous regardent. Il y a ce qu'on appelle la vérité psychologique. La vérité psychologique, c'est ce que moi, je crois être la vérité, ce que moi, je crois qui s'est produit. Et il y a la vérité objective, la vérité qui nous aurait été transmise, par exemple, par une caméra placée sur un centre commercial qui nous aurait décrit l'événement. Parfois, il peut y avoir un fossé entre la perception que j'ai eue d'un événement et la réalité de cet événement. Donc, ce que je vous raconte, cette expérience de 1976, c'est ma réalité psychologique. Dans quelle mesure cette réalité psychologique a pu être colorée par la présence de la voiture, ma peur d'être happé par le véhicule? Est-ce que j'ai tenté de fuir le véhicule? Est-ce que j'ai perçu les gens qui étaient dans la voiture comme des agresseurs? Est-ce que mon imagination est venue rajouter des éléments? On ne le saura jamais. Ce qui est important de retenir de cette expérience, ce n'est pas de la prendre de manière factuelle, parce que je sais qu'une partie qui a été créée par mon imaginaire à cause de ce film, hein, Les créatures de l'ombre, j'ai la preuve qu'une partie de l'expérience a été fantasmée. Mais pour le reste, c'est pas important de la prendre de manière factuelle. L'important, c'est l'impact que cette expérience a eu sur ma vie. À partir du 13 juillet 1976, j'ai consacré toute ma vie à ces phénomènes paranormaux qui m'ont fasciné. C'est encore pour moi une passion. Et 46 ans plus tard, je suis avec vous ce soir, encore une fois, à en parler parce que c'est un sujet Écoute, qui me c'est passionne. une histoire d'amour, mais je suis tellement contente parce que tu as une façon extrêmement précise de faire comprendre des termes extrêmement élaborés, des Ouais. mots savants, puis des concepts de psychologie, de science, que le commun des mortels, si je puis dire, moi m'incluant là-dedans, on peut faire qu'est-ce que ça mange en hiver et tu as toujours la bonne façon de Et, nous le tourner pour que ce soit accessible. et moi, je Je suis peux très appréciée. garantir que Cryptomnésie, c'est sur ma prochaine game de Scrabble. Ça va être un paquet de points, juste vers le Ouais. Mais Y. j'aime ce que vous dites parce que c'est un peu là le grand problème des phénomènes paranormaux. C'est-à-dire qu'on a deux types de phénomènes paranormaux, mais disons socialement, hein. Le paranormal social est à deux niveaux. On a un paranormal social populaire et populiste, celui qu'on retrouve à la télévision, hein, les chasseurs de fantômes, le salon de l'ésotérisme, l'astrologie dans le journal, les diseuses de bonne aventure. Donc ça, c'est un paranormal populaire et populiste. Et puis, on a un paranormal, disons, un peu plus huppé, hein, qui s'adresse à une certaine élite. On a des gens, on ne les entend pas parler, mais pourtant, ils sont là. Il y a une élite intellectuelle, des gens qui ont souvent un cursus impressionnant universitaire, qui ont des diplômes dans toutes sortes de facultés, soit la psychologie, la psychiatrie, la sociologie, et ces gens-là s'intéressent au paranormal. On publie régulièrement des articles très sérieux, très rigoureux sur des phénomènes paranormaux, phénomènes de fantômes, que ce soit les phénomènes d'ovnis, réincarnation, expérience de mort imminente. Malheureusement, ces publications s'adressent à une élite. Ce sont des périodiques scientifiques. Qui lit les périodiques scientifiques? À peu près personne. Le coût d'abonnement aux périodiques scientifiques est énorme, hein, c'est très dispendieux s'abonner à des périodiques scientifiques. Et il n'y a malheureusement pas de courroie de transmission. C'est-à-dire qu'il y a cette information qui est de meilleure qualité, mais qui circule essentiellement dans une petite communauté un peu plus élitiste. Et Ouais. les gens de la base, hein, les gens, vous, moi, monsieur et madame tout le monde, les seuls phénomènes paranormaux auxquels ils sont exposés, ce n'est pas ces recherches en milieu académique, mais ce sont les histoires qu'on raconte à la C'est ça. télévision, les tables L'information couture, accessible n'est pas n'est nécessairement pas toujours la celle que bonne. l'on... Voilà, ce n'est pas une information de qualité. Donc, Simon, t'as les la gens... main levée sur Ouais.
Parce que Ouais, c'est c'est ça. Donc, justement... les gens, quand on leur parle, par exemple, du spiritisme, ben, les gens immédiatement vont penser à l'émission de Chantal Lacroix, hein, les rencontres paranormales, où on voyait la table qui bougeait. Puis il suffisait d'un peu d'imagination pour comprendre que le médium avait le pied sur le montant de la table et l'attirait vers lui. Bon, mais lorsque l'on parle de spiritisme, c'est exactement ce à quoi les gens vont penser. Si on parle de phénomènes ovni ou d'enlèvement extraterrestre, ben, les gens vont se référer au cinéma, à des émissions qu'on voit à la télé. Et pourtant, il y a des psychologues, des psychiatres qui se sont penchés sur ces phénomènes. Ils ont publié des ouvrages, mais ce sont des ouvrages académiques. Et il faut le dire aussi, ce sont des ouvrages qui ne vont pas forcément dans la direction que certains voudraient qu'on aille. Hein, les amateurs d'OVNI, par exemple, veulent nous faire croire que des extraterrestres traversent la galaxie pour venir enlever des vaches, enlever des humains, faire des expériences, leur rentrer des sondes dans le rectum. Ben, ça fait loin de traverser le cosmos pour ça. Alors que les psychologues et les psychiatres se sont penchés sur ces phénomènes-là et ils ont trouvé des explications beaucoup plus rationnelles qui montrent que l'univers que l'on a entre les deux oreilles peut parfois être beaucoup plus fertile que l'imagination d'entrevoir des extraterrestres à l'extérieur qui viennent nous enlever pour nous voler un petit morceau d'ongle ou un bout de cheveux. Là. Je veux revenir à cette idée qu'il y a pour la majorité du monde, ce qu'on reçoit comme traces et informations sur le surnaturel, sur le paranormal, c'est presque toujours justement une Hollywoodisation, disons, une espèce de produit Le paranormal populaire et romancé. c'est populiste. ça. Le Ouais, c'est paranormal ça. populaire et populiste. Mais là, ce que je comprends dans ce que vous dites, M. Page, c'est qu'il y a une vraie recherche du Oui. paranormal et avec une vraie recherche documentée avec la méthode scientifique. Comment on fait, et je pose la question parce que c'est à peu près sûr que c'est la meilleure personne pour y répondre au Québec, comment on fait pour pousser une recherche paranormale? Comment on trouve ces articles-là? Comment on va chercher ces spécialistes-là? Ben, il faut d'abord, il y a à peu près rien qui se fait en français. Malheureusement, il faut Hmm. quand même c'est un peu décevant parce que la communauté, si on parle de l'ensemble des phénomènes paranormaux, oublions un instant les ovnis, mais quand on parle de phénomènes psi, hein, le psi, c'est la 23e lettre de l'alphabet grec. Probablement que la plupart des gens qui nous écoutent ce soir puis qui s'intéressent un peu aux phénomènes paranormaux ont probablement vu cette lettre grecque qui ressemble un peu à une fourchette à 3 branches. C'est le symbole de la parapsychologie. Psi, ça désigne l'ensemble des phénomènes qu'on associe à la perception extrasensorielle. Donc, ça peut être la voyance, ça peut être des phénomènes cognitifs comme la télépathie, la télékinésie, les phénomènes de fantômes, d'apparition sont également introduits dans la recherche en parapsychologie. Les Comme il pareidolie, existe ça rentre-tu là-dedans? la pareidolie, Oui, est-ce que ça rentre là-dedans? la pareidolie est un phénomène cognitif. Hein, c'est le fait Oui, de voir des visages ou des formes familières dans de l'abstrait. Ça, c'est un mécanisme de OK, notre cerveau de parfait. voir ça. Mais dans les milieux de la recherche sur les phénomènes paranormaux, il y a des grandes sociétés. Hein, je pense par exemple à l'Association de parapsychologie, la Society for Psychical Research, ou la Society for Psychical Advancement, où tu as plusieurs organismes principalement américains ou britanniques. Il y a également des gens, des petites cellules dans des pays francophones, allemands et autres. Mais pour le besoin de cette communauté, tous ces gens publient en anglais, malheureusement. Et bien sûr, ces gens-là publient dans un style, même si c'est en anglais, et même si vous comprenez la langue de Shakespeare, il faut quand même le dire que c'est parfois un style d'écriture très hermétique. Donc, il faut avoir une bonne connaissance, soit dans les sciences de la psychologie, les sciences médicales, ou encore en physique pour comprendre un peu le discours que l'on nous tient. Mais si on fait une bonne recherche, si vraiment c'est le genre d'information qui nous intéresse, et si on espère trouver, parce que parfois il y a des articles quand même de vulgarisation, bien, il faut s'adresser aux bonnes sources. Hein. C'est la Société pour la recherche en parapsychologie, la Société londonienne de la recherche en parapsychologie. En France, par exemple, on a quand même quelques publications en français qui nous viennent de la France. En France, ils ont un organisme qui a été créé au début du 20e siècle, qui s'appelle l'IMI, l'Institut métapsychique international, qui au début s'intéressait, là, on parle du tournant des années 1800-1900, qui s'intéressait
au départ au phénomène du spiritisme, les manifestations de spiritisme où il y avait des phénomènes physiques. Hein, des gens disaient, je peux faire apparaître des ectoplasmes ou la table va bouger. Bon, on s'intéressait à ça et peu à peu, on s'est tourné vers une parapsychologie instrumentale de laboratoire et l'Institut existe toujours aujourd'hui, plus de 100 ans après sa création, et on publie parfois sur le site de l'Institut métapsychique international, on fait de très bonnes traductions françaises d'articles qui ont été publiés dans des périodiques scientifiques anglophones sur les phénomènes paranormaux, et il y a également du propre cru de l'IMI, des publications également françaises. Mais c'est vraiment, ça reste quand même très marginal. Hein? Ce n'est pas une information, malheureusement, qui est accessible aux gens parce que puis en même temps, il y a un aspect social autour de ça. Il y a la volonté de vouloir du paranormal, de s'intéresser aux phénomènes paranormaux, de démystifier le paranormal. Mais il faut être très prudent parce que beaucoup de gens vont dire, moi, ce que je veux, c'est la vérité. Mais de vous à moi, la vérité, ils n'en ont que faire. Ce que les gens cherchent, c'est de trouver, hein, c'est ce qu'on appelle le biais de confirmation. Je veux trouver quelque chose qui va confirmer mes croyances. Donc, Ah, voilà. je ne veux pas la vérité, je veux avoir raison. Et entre Ah, avoir Ah, ça, raison dans beaucoup et de avoir sujets, il y la a du vérité. monde de même euh, aussi. Dans des Voilà. discussions, Oui, là. dans tout ça. Ah oui. Et donc, si on va voir des gens, par exemple, qui vont parler, par exemple, des phénomènes de fantômes, et ils vont dire, ben voilà, dans les cas des phénomènes de fantômes, les sciences de perception, hein, les sciences cognitives, nous ont permis d'identifier une série de mécanismes du cerveau qui fait qu'on peut, dans certaines conditions, percevoir ou entrevoir un fantôme qui n'a peut-être rien à voir avec la réalité, mais tout ça se passe entre les oreilles. Mais les gens ne veulent pas ça. Hein. La majorité des gens veulent aiment cette impression qu'on vit dans un monde magique, qu'il y a une dimension qui est un peu enchantée. Hein. Et qu'est-ce qui fait cet enchantement? C'est les fantômes existent. Il y a une vie après la mort. On aime l'idée de la vie après la mort parce que bon, la mort est inquiétante et l'idée d'une vie après la mort, c'est plus qu'une croyance, c'est un espoir. Donc, on aime croire à une vie après la mort. On aime croire aux visites extraterrestres parce qu'il y a quelque chose là-dedans qui nous enchante. Il y a quelque chose de merveilleux. Et la vie au quotidien n'est pas merveilleuse. Donc, on aime cette idée-là du merveilleux et c'est normal que les gens, moi, je suis au Québec, je suis à la fois, comme vous dites, si bien, puis je suis content de l'être, une bonne source d'information. Du moins, j'ai la prétention d'être une bonne source d'information. Mais c'est vrai que je suis souvent beaucoup trop croyant pour être un bon sceptique et beaucoup trop sceptique pour être un bon croyant. Ah! Quelque part, je me fais diaboliser partout. Hein. Les très croyants qui croient aux fantômes, aux extraterrestres et tout le reste disent ah, Christian Page ne dit que de la merde parce que, bon, c'est un sceptique, puis bon, il dit Moi, n'importe je quoi. trouve que tu as un bon équilibre, tu vois, Oui, parce que j'ai envie d'y croire, d'une part, parce que je suis une passionnée, puis j'aime ça, puis moi, ça a nourri mon enfance, et depuis mon enfance que je suis intéressée par tout ce qui est phénomènes paranormaux, ce qu'on peut pas expliquer, cryptologie, etc. Puis de voir quelqu'un qui est pas nécessairement fermé à ce qu'il y a des choses qui existent, qu'on connaît pas, mais qui va aller appuyer le plus possible, c'est dire sur des sources qui sont scientifiques ou qui sont basé sur le plus de faits et statistiques possibles. Moi, je trouve ça rassurant, au contraire. Je me dis, ça tu ne as nous tout à empêche fait pas raison. d'avoir envie que ça se puisse quand même. Tu sais. Non, tu as tout à fait raison. Quand on regarde l'ensemble des phénomènes paranormaux, moi, les années que j'ai passées là-dedans, puis je l'ai mentionné un peu plus tôt, je peux dire qu'il y a à peu près 95% du grand n'importe quoi. Mais on a un noyau d'à peu près 5% de phénomènes qui ont été rapportés dans la littérature ou qui sont rapportés dans des grands périodiques ou qui font l'objet d'échanges et de discussions pour lesquels on n'a pas d'explication rationnelle. Donc, ça l'ouvre la porte. On ne sait pas tout. Et c'est pour ça qu'on continue de s'y intéresser. C'est pour ça qu'il y a des gens, des petits groupes de gens qui s'intéressent à la perception extrasensorielle, qui s'intéressent au psy, qui s'intéressent à la télékinésie. Et c'est vrai également pour les phénomènes de nature un peu plus exotiques, comme le phénomène des ovnis, sans crier aux extraterrestres. On a vu au cours des dernières années, on a vu un intérêt majeur, notamment du côté des Américains, pour essayer d'expliquer des observations rapportées par des pilotes lors de manœuvres militaires et avec, dans certains cas, des données télémétriques
qui montrent l'acuité des observations rapportées. Donc, on ne sait pas ce que c'est. Est-ce que ce sont des drones chinois? Est-ce que ce sont des drones russes? Est-ce qu'il s'agit d'une nouvelle technologie? On l'ignore. Avant de crier aux extraterrestres, il faut bien sûr éliminer l'ensemble des explications. Mais c'est vrai qu'on ne sait pas tout. Et c'est intéressant, et c'est parce qu'on ne sait pas tout que je suis toujours là aujourd'hui, 46 ans plus tard. Sinon, si j'étais vraiment du côté des sceptiques, croyez-moi, je ne passerais pas mes samedis après-midi à tapoter des ouvrages sur le paranormal, j'irais jouer au golf. Et si j'étais un croyant absolu, ben évidemment, j'aurais même pas besoin de ça. Vous savez, il y a une célèbre phrase qui avait été dite par M. Chase, qui disait, pour Chase, qui est l'inventeur du New Deal, hein, c'est l'économiste qui a créé le New Deal aux États-Unis, Thomas Chase, il disait, vous savez, il dit, pour un croyant, aucune preuve n'est nécessaire et pour un sceptique, aucune preuve n'est suffisante. Ah, voilà. Et malheureusement, on se trouve justement dans cet univers-là où on est partagé entre les deux. Et moi, puis, évidemment, on pourrait longuement parler de ça, mais j'ai vu avec les années, peut-être parce que ça fait longtemps que je suis là, j'ai vu l'avènement de nouvelles technologies, j'ai vu l'avènement de l'Internet, j'ai vu l'avènement des médias sociaux. Et c'est un peu, ce que j'ai vu est un peu triste. Je me rappelle dans les années 70 et les années 80, par exemple, longtemps avant l'avènement des médias sociaux, il y avait un dynamisme pour parler des phénomènes paranormaux et on faisait parfois des rencontres où à la fois les croyants et les sceptiques se retrouvaient autour d'une même table et on échangeait des idées, il y avait des discussions qui étaient constructives et on pouvait tout un chacun écouter, échanger dans la bonhomie, dans la convivialité, dans le respect d'autrui, même si les gens qui parlaient, notre vis-à-vis, on ne partageait pas forcément ses opinions, on pouvait le faire avec le respect puis la convivialité de la rencontre. Aujourd'hui, avec l'avènement des médias sociaux, j'ai l'impression que ce fossé-là s'est creusé entre ceux qui croient et ceux qui ne croient pas. Et il est difficile aujourd'hui d'avoir des échanges constructifs. Moi, je l'avoue, j'ai 59 ans aujourd'hui, ça me manque. Je me rappelle de ça, je suis un peu nostalgique de ça. J'aimais parler, j'aimais débattre du paranormal. Aujourd'hui, on ne peut plus le faire. Si vous allez sur un site, par exemple, de gens qui croient, entre guillemets, aux extraterrestres, et vous leur dites, ben, vous savez, les enlèvements extraterrestres, il y a peut-être d'autres explications avant de conclure que des gens se font emmener dans une soucoupe volante. Ben, très rapidement, on va vous insulter puis on va vous barrer de la liste. Oui, tout est polarisé, là, oui. Voilà, on s'en va, t'es plus là. Et c'est exactement la même chose si vous allez sur des sites de discussion qui sont animés par des gens qui se définissent comme des sceptiques militants, puis vous leur dites, oui, mais tel événement ou telle situation ne s'explique pas en termes rationnels. Ça ne nous oblige pas à accepter les extraterrestres, les fantômes ou la vie après la mort, mais on n'a pas d'explication pour justifier telle ou telle situation. Bien, très rapidement, on va te qualifier de théoricien du complot ou du n'importe quoi. Et là encore, tu vas tomber dans cette figure de style où on va simplement te rayer et t'empêcher de parler. Donc, c'est malheureux, ça. Pour de vrai, c'est vrai que ça ne nous aide pas à avancer. Ça aide non, pas. Sinon, t'as la main levée. Oui, mais je vais arrêter de le faire parce que Non, mais écoute, parce que Christian est en train d'arriver à une moi, des je vous vois questions. tout petit dans mon écran. Là, fait que je ne vous vois pas si vous levez votre main. C'est correct, je vais être la main qui parle par-dessus. Je suis TDAH, donc ça aide. Mais la raison pourquoi je levais la main, c'est parce que, M. Page, vous êtes en train d'arriver à une des questions que je m'étais prévues avant le début de cette entrevue, qui, je l'annonce d'ores et déjà, va être un 2 parties parce qu'on vient de faire 45 minutes non-stop. Okay. J'étais certaine. C'est parfait, c'est parfait. Mais moi, je suis bien pour content. conclure la première partie, je veux poser cette question-là parce que jusqu'à maintenant, on est allé de vos débuts jusqu'à aujourd'hui. Et moi, pour quelqu'un qui a passé 46 ans à justement travailler, œuvrer dans ce milieu-là, qu'est-ce qui a changé hormis l'hostilité qui semble grandir, qu'est-ce qui a changé dans la recherche du paranormal, dans la quête du paranormal? Je te dirais que dans la quête dans le cas des phénomènes paranormaux, il faut quand même le dire, depuis une vingtaine d'années, l'avènement des recherches dans le domaine des sciences cognitives. Parce que ce qui est intéressant, il faut se rappeler que dans les années 70 ou 80,
quand on parlait des sens cognitifs, il y avait une difficulté à faire de la recherche en laboratoire, de la recherche expérimentale, parce que pour comprendre les mécanismes du cerveau, ben, il fallait enlever le cerveau puis le couper en tranches. Puis ça, c'était plutôt malheureux pour la personne qui avait le cerveau. Tu sais. Alors qu'aujourd'hui, aujourd'hui, on peut prendre des gens et les placer dans différentes situations de stimuli et de voir quelle partie du cerveau qui vont réagir à tel ou tel stimuli. Donc, ça a été un avancement énorme dans le domaine de la parapsychologie qui nous a permis de comprendre toutes sortes de mécanismes qu'on ignorait. Donc, maintenant, il y a un mariage beaucoup plus facile, beaucoup plus sain entre la parapsychologie et les sciences neurologiques, le cerveau, la perception. Donc, ça a été une transformation radicale. Dans le cas du phénomène des ovnis, je dirais qu'il n'y a pas grand-chose qui a changé. On Hein. n'a pas, Le phénomène des ovnis est un phénomène très cyclique, hein, qui est un peu en dents de scie. Hein, dans les on n'a années pas 50, connu 60, ça a été... une augmentation à cause juste de la résolution des nouvelles caméras. Non, non, voilà, c'est ça. Et c'est bien de mentionner cet élément-là. Je sais que je vais être cinglant, mais quand on regarde, ne serait-ce qu'au niveau de l'optique, hein, tous les phénomènes, l'optique s'est améliorée de mille fois ce qu'elle était dans les années 70. Hein. Aujourd'hui, on peut entrer des caméras dans le corps humain qui ont la taille d'un cheveu. On est capable de faire, même dans certains cas, avec des petites caméras, on est capable de faire des chirurgies, hein, d'aller faire de la microchirurgie avec des toutes petites caméras. C'est hallucinant ce que l'on peut faire. On le voit avec le télescope Hubble, le télescope Hubble et le James Webb. On peut voir pratiquement aux confins de l'univers avec des images d'une clarté tout à fait extraordinaire. On a des robots sur Mars qui nous renvoient des images comme si on était nous-mêmes sur Mars. Au moment où on se parle, il y a à peu près, on estime qu'il y a autant de caméras dans le monde de disponibles qu'il y a d'individus sur Terre. Donc, grosso modo, on est presque à 9 milliards d'êtres humains sur Terre. On estime qu'il y a à peu près 9 milliards de caméras, c'est-à-dire les caméras personnelles que nous avons avec nos téléphones portables, par exemple, mais ce sont également les caméras qui sont placées sur des axes routiers, qui sont à l'extérieur sur des centres commerciaux. Donc, il y a à peu près 9 milliards de caméras, 9 milliards d'yeux qui sont disponibles et qui regardent. Et donc, on a-tu acquis de la certitude concernant les ovnis? Voilà, c'est exactement là où il est le problème et on doit réfléchir à ça. Dans n'importe quelle sphère d'activité, les éléments visuels se sont améliorés de manière exponentielle, sauf un milieu, le paranormal. On a aujourd'hui, en 2022, les photos de fantômes, les photos d'ovnis, les photos de Bigfoot, du monstre du Loch Ness, sont toutes aussi floues aujourd'hui, en 2022, qu'elles l'étaient en 1940. C'est quand même curieux. C'est la seule sphère d'activité humaine qui, visiblement, n'a pas été affectée par l'amélioration de l'optique. Posons-nous des questions très sérieuses. Ce sont des questions très sérieuses, justement, dont on débat présentement. Moi, je suis complètement scotché. On va basculer vers la deuxième partie